OK. Essaye de cadrer avec ça sur la feuille. Les schémas en arbre. Les schémas en arbre, c'est un outil, en fait, qu'on utilise pour... Filme-moi, je vais parler au monde. Bon, je parle avec un masque. Les schémas en arbre, c'est un outil qu'on utilise pour représenter les argumentations de manière à être capable, si les argumentations sont faibles, de montrer à quel endroit se trouvent les faiblesses. Puis si les argumentations sont fortes, ben, on peut voir toute la force de l'argumentation à cause du dessin qu'on en fait. Pour faire un schéma en arbre, il y a essentiellement quelques structures de base dans les argumentations qu'il faut être capable de reconnaître. Dans certaines argumentations, plusieurs prémisses ont besoin les unes des autres pour prouver une conclusion. Par exemple, si j'ai comme première prémisse Socrate est un homme, puis comme deuxième prémisse, les hommes sont mortels, puis comme conclusion, j'aurais Socrate est mortel. Je ne sais pas si la machine va enregistrer mes gargouillements d'estomac. Si j'ai deux arguments qui ont absolument besoin l'un de l'autre, la manière dont je vais le dessiner, c'est en mettant l'argument 1 plus l'argument 2 qui mènent ensemble à la conclusion. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un schéma en arbre? Bien, dans ce cas-ci, je pourrais, par exemple, m'apercevoir que le Socrate dont on est en train de parler, c'est un robot. Puis à ce moment-là, la prémisse 1 tomberait. Si la prémisse 1 tombe, puis que les deux prémisses sont absolument nécessaires pour prouver la conclusion, bien, il n'y a plus rien de solide dans ma conclusion. Ça marche? La manière dont je le représenterais, dans ce cas-ci, si l'objection c'était que Socrate n'est pas un homme mais un robot, la manière dont je le représenterais, c'est que je mettrais une objection. L'objection 1, Socrate est un robot. Le Socrate dont je parle est un robot. Ben là, je mettrais l'objection à rebrousse-poil dans l'argumentation. Je mettrais l'objection 0,1 qui viendrait contrecarrer l'argument 1. Puis puisque cette objection-là est forte, ça fait tomber l'argument 1. Puis il n'y a plus rien qui tient dans mon argumentation parce que les prémisses ont absolument besoin l'une de l'autre. Si j'étais devant une argumentation dans laquelle les prémisses peuvent fonctionner indépendamment les unes des autres, je serais dans un cas un peu différent. Là, j'avais devant moi, il y a quelques secondes, une argumentation dans laquelle on arrivait à la conclusion que les bars devraient fermer à 10 heures. Puis la preuve qui était présentée pour montrer que les bars devraient fermer à 10 heures, c'était que les bars sont des lieux où la COVID se transmet, où la COVID circule, on avait comme deuxième argument que les gens dans les bars sont indisciplinés. Puis l'alcool, purée man, il y a vraiment un tremblement de terre dans mon... L'alcool rend indiscipliné. Avec une argumentation comme celle-là, là, le schéma va être un peu différent. L'argument 1 pourrait prouver à lui seul la conclusion. Je pourrais avoir comme conclusion que les bars devraient fermer à 10 heures
parce que les bars sont des lieux où la COVID circule. Ça fait que là, je pourrais avoir l'argument 1 qui fonctionne tout seul, qui mène à la conclusion. Puis là, j'ai un autre argument qui dit que l'alcool rend les gens indisciplinés, puis que les gens dans les bars sont indisciplinés. Les gens dans les bars sont donc indisciplinés parce qu'ils ont bu de l'alcool. Là, j'aurais des prémices qui s'enchaînent. J'aurais le fait que l'alcool rend les gens indisciplinés. Ça mène au fait que les gens dans les bars sont indisciplinés. Puis ça mène à la conclusion que les bars devraient être fermés. Là, vous voyez, j'ai eu deux types d'argumentation qui se sont ajoutés. J'ai une argumentation, un argument qui est indépendant, une prémisse qui est indépendante, c'est la prémisse 1. Puis j'ai des prémisses enchaînées, c'est les prémisses qui sont juste ici, la prémisse 2 et la prémisse 3. La prémisse 3 est une preuve de la prémisse 2 qui prouve elle-même la conclusion. Ça, c'est pas mal les structures de base qu'on va utiliser pour les premiers schémas en arbre. Puis vous avez vu aussi que les objections, je pouvais les représenter dans mon schéma argumentatif, puis que ces objections-là, éventuellement, ils vont faire tomber des parties de l'argumentation devant laquelle je me trouve. Là, par exemple, je pourrais avoir une objection, l'objection 1, qui viendrait attaquer la prémisse 1, qui dit que les bars sont des lieux où la COVID circule. Je pourrais avoir comme objection 1, je pourrais avoir que les bars ne sont pas le pire endroit, c'est les parties privées qui sont le pire endroit. Ça marche? Puis là, il faudrait que j'évalue cette argumentation-là. Puis en dessinant comme ça l'argumentation, je vais savoir qu'est-ce qui reste de solide, puis qu'est-ce qu'il y a de faible dans l'argumentation que je produis. Ça marche? C'est comme ça qu'on dessine les schémas en arbre pour l'instant. Puis à mesure qu'on va apprendre à structurer toutes sortes d'argumentations, on va voir que les sophismes vont avoir une manière d'être dessinés aussi, parce que dans certains cas, les sophismes sont des arguments qui sont construits avec une prémisse sous-jacente, sous-entendue. Par exemple, si je dis que tout le monde sait que les bars sont des endroits dangereux, si je trouve que ça, c'est un argument solide, c'est parce que je sous-entends que quand tout le monde dit quelque chose, ça veut dire que c'est vrai. Mais ça arrive que les gens disent quelque chose puis que c'est quand même pas vrai. Il faut que je me méfie des prémisses qui sont sous-entendues dans une argumentation. Il va y avoir une manière de les représenter, les prémisses sous-entendues. Quand on va étudier les sophismes un peu plus complètement, là, dans l'étude qu'on a commencé à en faire, on va apprendre à voir à quel moment on est capable de dégager une prémisse sous-entendue qui a une faiblesse. Par exemple, si je dis que l'auto que Ford vient juste de sortir, c'est une nouvelle technologie, puis donc c'est bon, je suis en train de supposer que toutes les nouvelles technologies sont bonnes. Fait que ce sous-entendu-là, qui se trouve dans un sophisme de l'appel à la nouveauté, une fois qu'on est capable de l'identifier, on est capable de l'attaquer dans une argumentation dans laquelle se trouverait le sophisme de l'appel à la nouveauté. Si j'ai une argumentation qui contient un sophisme de l'appel à la tradition, de la même manière, je pourrais attaquer l'idée que ce qui est traditionnel est toujours bon. Fait que les sous-entendus vont avoir une importance pour bien comprendre les faiblesses qui se trouvent dans les sophismes. On reviendra là-dessus. Fait que si on se résume, on a des structures qui nous sont offertes pour dessiner les schémas en arbre qui nous permettent de représenter une argumentation. On a la structure des prémisses liées, la structure des prémisses indépendantes, la structure des prémisses enchaînées, le petit dessin pour les prémisses sous-entendues, puis une manière de représenter les objections qu'on pourra adresser à une argumentation. Puis si on voulait représenter les réponses aux objections, on les représenterait avec un peu avec la même chose qu'une prémisse qui viendrait éliminer une objection. Si, par exemple, dans ce cas-ci, je me souviens plus c'était quoi l'objection que j'avais mis, les bars ne sont pas les pires endroits, c'est les parties privées. Là, je pourrais avoir comme réponse à l'objection que, justement, les parties privées aussi, il faudrait les faire réduire. Ça marche? Fait que vous voyez, il y a une manière de représenter les objections, les réponses aux objections, les prémisses indépendantes,
les prémices enchaînées, les prémices implicites, puis les prémices liées pour dessiner un schéma complet d'une argumentation. Merci tout le monde de votre écoute. On se reprend pour des explications un peu plus complètes si vous en avez besoin.